c'est assez particulier aujourd'hui parce que tout le monde ne connaît pas Bobby Eugene Wright. C'est vrai que quand on fait un événement sur Cheikh Anta Diop, donc là on est sûr que effectivement les gens sont un peu en terrain connu. Si on fait un événement sur Marcus Garvey, c'est pareil, il est clair qu'on sait de qui il s'agit. Encore une fois, si on fait un événement sur d'autres grands personnages, sur Toussaint l'ouverture et tout, là c'est pareil, ça va vous dire quelque chose. Bobby Eugene Wright n'est pas connu de tous, et donc d'où l'intérêt de se voir aujourd'hui, parce que son œuvre est très importante. Et vous avez remarqué que le titre de son œuvre, qui n'est pas le titre complet, parce que le titre complet, même moi, et je suis pourtant donc Itero Rowey, le co-traducteur de ce livre en français avec Etombe ici présente. Nous avons traduit ce livre à deux. J'oublie toujours que le titre est beaucoup plus long que ça finalement. C'est le titre du livre, c'est La personnalité raciale du psychopathe et autres essais. Mais évidemment, je pense que c'était un choix éditorial à l'époque de mettre en exergue the psychopathic racial personality, de mettre en exergue la personnalité raciale du psychopathe, même si ça représentait sur les 4 essais du livre, le quart du livre en quelque sorte, puisqu'il y a d'autres essais. Alors le premier essai, effectivement, c'est la personnalité raciale du psychopathe. Le deuxième essai, c'est le suicide noir, le lynchage sous un autre nom. Le troisième essai, c'est une théorie psychologique d'éducation de l'enfant noir. Donc un sujet vraiment important, puisqu'il y a des enfants, des grands-enfants, des adolescents qui sont présents ici. Et l'éducation de l'enfant noir, évidemment, nous préoccupe tous. Et il faut savoir qu'un psychologue africain-américain né en 1932 et décédé au début des années 80, s'occuper à Chicago de ces questions liées aux enfants, mais aussi à notre état psychologique. Et nous verrons au fur et à mesure de ce cours d'aujourd'hui qu'il y a un lien entre notre état psychologique et la façon dont nos enfants peuvent être éduqués. Vous avez remarqué, j'ai dit peuvent être éduqués, sous-entendu que la plupart du temps, ce n'est pas nous qui éduquons nos enfants, puisque nous les confions à d'autres personnes. Quatrième essai, l'enfant noir, un destin en danger. Alors, contrairement à ce que cela pourrait laisser paraître, en fait, l'analyse faite par le Dr Wright n'est pas du tout déprimante. Elle est dure parfois dans ses constatations, mais elle n'est pas du tout déprimante parce que c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui est dédié à sa communauté. Aujourd'hui, à Chicago, il y a toujours un centre d'aide psychologique qui porte aujourd'hui son nom. À l'époque, il s'appelait le centre Garfield, mais c'est lui qui le dirigeait au moment où il écrivait ce livre. Bon, il est mort assez tôt, il avait juste 50 ans, au début des années 80. Le Sèche Molefi Asante, qui voyage beaucoup en Afrique, l'un des dirigeants d'Afrocentricity International, il dit « Nous n'avons pas d'université africaine en Afrique, nous avons des universités occidentales en Afrique. » Mais nous allons voir tout à l'heure pourquoi nous en sommes là. Pascal Vernus, il avait fait une conférence et tout, et puis Omotunde avait et puis c'était la séance des questions. Omotunde avait commencé à poser une question, et il avait dit « Oui, je suis Nusere Kalala Omotunde, je suis de l'Institut Africamat, l'Institut qui étudie les humanités classiques africaines. » Et il commence à poser sa question, mais rien que le fait que Omotunde se présente, Pascal Vernus a ramassé ses affaires, il a dit « La conférence est terminée. » il a pris la fuite. Mais je ne sais pas si c'est le rapport à l'ethnocentrisme, mais on voit bien qu'effectivement c'est une constante dans le rapport au monde qu'ils ont. Toujours eux de se considérer au-dessus et les autres, que ce soit les voisins de frontières ou même, je ne sais pas moi, la façon dont ils appréhendent les habitants de Nouvelle-Guinée ou les Chinois ou autres, il y a toujours effectivement un rapport de mépris à l'autre. Oui,
Voilà, c'était juste ça que je voulais C'est souligner. ça. Parce que certains ont été appelés les sauvages. Les Chinois, pendant je ne sais combien d'années, on leur a collé également en fait des noms. Alors là, je ne vais pas mentionner tous les noms, mais voilà, y compris entre eux. C'est-à-dire que on voit par exemple le rapport entre Italiens et Français. Quand on voit les premières vagues justement d'immigration des Italiens vers la France, on voit bien qu'on ne les a pas épargnés non plus. Hein. Ah non, non, c'est clair. L'Occident vise un contrôle total, vous l'avez compris. Et d'où cette fameuse fragilité, parce qu'ils veulent toujours avoir le contrôle. Donc, ce contrôle total amène forcément à avoir des stratégies qui sont un peu limites et qui ne sont pas forcément très honnêtes. Et là, on est loin de la morale évangélique, vous êtes bien d'accord. Mais en même temps, ils ont cette volonté de pureté. Et ça donne, c'est un néologisme que j'ai créé ce matin, je devais être mal réveillé, le bithéisme. D'après vous, c'est quoi le bithéisme? Ben, vous connaissez le monothéisme et le polythéisme. Donc le bithéisme. Avoir des yeux? Ben oui. Ça se trouve, ça n'existe pas, mais il faut bien décrire une situation qui existe, donc il faut bien trouver des mots pour ça. Oui, c'est avoir de Dieu. Et donc, moi j'ai remarqué que dans la société occidentale, il y a deux dieux en fait. Il y a le Dieu de ceux qui... les boss, quoi, mais vraiment, quand je dis les boss, c'est pas les boss, en fait, c'est les boss, des boss, des boss, des boss, des boss, des boss. Voilà, ils ont leur Dieu. Et puis il y a le Dieu des gens qui galèrent, quoi, qui ont du mal à terminer leur fin de mois, mais qui attendent des lendemains meilleurs. Et il leur faut un Dieu qui leur promette des lendemains meilleurs dans un autre monde pour éviter qu'ils fassent la révolution maintenant. Et le kamite, il ne comprend pas ce qui lui arrive, quoi. On voit bien dans l'image, ça c'est l'une des affiches du film, on voit bien qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il est très courageux jusqu'à la fin. Il est même héroïque, hein, mais il ne comprend pas. Et je trouve que ça ressemble à ce que nous vivons, nous les Africains, en France, sous l'emprise de l'Occident. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Je suis sûr que le président Gbagbo, en 2011, quand la présidence ivoirienne a été bombardée par les troupes françaises, il ne comprenait pas. Parce que jusqu'à la fin, il faisait partie quand même de l'internationale socialiste, jusqu'à la fin, il pensait, en plus, il vénérait le même Dieu que Sarkozy, parce que Sarkozy, en tout cas, se présentait comme un chrétien, et catholique, hein, pas seulement chrétien, mais catholique, idem pour Gbagbo. Leur fraternité religieuse, le poids de ces réseaux de l'international socialiste, il s'est dit, mais mes amis vont faire pression auprès de Sarkozy, et puis on va pas en arriver. Il n'a pas compris ce qui se passait. Il n'a pas compris. Et nous, Africains, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et c'est uniquement grâce au travail de gens comme Bobby Eugene Wright qu'on peut ouvrir les yeux sur le phénomène qui est quand même assez difficile à expliquer. Le psychopathe est un individu qui est constamment en conflit avec les autres personnes ou avec les autres groupes. Il est incapable, je dis bien incapable, de faire l'expérience du sentiment de culpabilité. Il est complètement égoïste, insensible et cruel, tout en affichant une totale indifférence aux droits des autres. Donc, le menticide, on n'en a pas encore parlé. Le menticide, c'est l'une des techniques que le psychopathe utilise pour maintenir les peuples sous sa domination. Il y a des techniques de contrôle mental, et c'est ce qui a été appliqué à l'encontre du peuple africain, que ce soit en Afrique même, et que ce soit dans les pays de la diaspora. Et donc il y a un savant que cite Bobby Eugene Wright dans son livre, un savant, les fameux savants fous, hein, mais du coup c'est pas un savant de film, hein, c'est un vrai, qui disait « Donnez-moi des jeunes gens, je vais, avec l'éducation que je vais leur donner, je ferai d'eux ce que je veux. » Donc soit des serial killers, des chefs d'entreprise, ou alors des professeurs d'université, ou des éboueurs, j'en ferai ce que je veux.
avec les techniques de contrôle dont je dispose, je peux faire de n'importe qui la personne que je voudrais qu'elle devienne. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle mental. Alors le cas particulier du menticide, c'est que le menticide, pour se développer, il utilise les institutions, donc les églises, la télévision, les médias, donc pas, les organes de pouvoir. et l'école, évidemment. L'école, c'est un domaine où le contrôle mental est important. Il y a une autre partie aussi, donc l'enfant noir en danger, où il s'intéresse à la situation des enfants noirs dans des écoles blanches, parce que nous envoyons nos enfants à l'école de Jules Ferry. L'école française actuelle, elle est le produit de Jules Ferry. Et qu'est-ce que Jules Ferry disait? Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et c'est là où nous envoyons nos enfants. Et là, j'étais tellement dans tous mes états que j'arrivais même plus à parler français. Donc là, j'ai parlé en omianais, j'ai dit nzouké. Ça veut dire, quand les Ralois ils disent nzouké, ça veut dire que on est vraiment dans un problème particulier, quoi. Et nous-mêmes, nous envoyons nos enfants à l'abattoir. Et c'est aussi Bobby Eugene Wright qui dit que dans l'école de Jules Ferry, enfin dans l'école blanche, un enfant blanc sera éduqué et un enfant noir sera dressé. On peut aller plus loin, je pense que l'enfant blanc, quelque part, est aussi dressé, parce que certains entrepreneurs, y compris des blancs, qui remettent en cause l'école telle qu'elle est aujourd'hui, disent que l'école forme surtout des exécutants. Alors des fois des exécutants qui seront des cadres avec des super salaires, mais pas des gens qui sont capables de créer des entreprises. Et souvent les gens qui créent des entreprises, c'est des gens qui n'ont pas terminé leur cursus. Donc on est vraiment dans une société qui nous pousse à être des robots, quelle que soit notre origine. Mais c'est vrai que pour ce qui est de disciplines telles que la philosophie ou l'histoire, l'Afrique est complètement rejetée de l'humanité, et c'est difficile d'être éduqué par des gens qui nient votre humanité. Là, c'est quand même un vrai problème.